Bonjour, je remercie déjà Francis qui a introduit donc la Cloud Week. C'est quelques jours où on va parler de cloud computing et toutes les innovations autour du cloud et de l'infrastructure. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première journée et je suis très heureux aussi d'animer cette première session qui s'annonce extrêmement riche. Alors pour cette première partie de la matinée, nous allons parler d'entreprise, on va parler de l'IA en entreprise plutôt, voir comment aujourd'hui l'IA va permettre de révolutionner et d'aider l'entreprise à innover et surtout à mieux considérer ses infrastructures et les nouveaux types d'infrastructures que l'on peut mettre en place. Alors pour parler un petit peu de l'IA en entreprise et comment l'entreprise doit être préparée à cette évolution, même cette révolution maintenant qui s'annonce, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier et puis aussi Eric. Eric, si vous nous entendez. Je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez-vous? Merci, très bien. Xavier, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques minutes, enfin Oui, quelques mots plutôt? oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Xavier Vasquez. Je suis responsable des centres technologiques d'IBM Systems dans le monde et je suis Distinguished Data Scientist chez IBM. D'accord, merci. Même question aussi Eric, mais est-ce que vous pouvez vous présenter à quelques secondes? Oui, bien sûr. Donc, bonjour, je suis Eric Bessu. Je suis PDG d'une société qui s'appelle Calray. Alors, Calray, c'est une société qui développe un nouveau type de processeur, en particulier qui a été construit pour être extrêmement efficace dans tout ce qui est manipulation des données. Et bien sûr, on va en rediscuter par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle. Merci beaucoup. Alors, Xavier, effectivement, on parle beaucoup de l'IA aujourd'hui. Comment aujourd'hui, effectivement, elle va transformer les entreprises, les infrastructures, les serveurs et tout. Comment on peut définir cette approche et quelles sont les problématiques qui se cachent derrière? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, l'IA, tout d'abord, est considérée comme étant un peu le chef d'orchestre des infrastructures. Il y a une étude Gartner qui a été publiée il n'y a pas si longtemps que ça, qui montre vraiment l'adoption de plus en plus importante des entreprises sur l'IA et les opérations IT. Et je vais faire une analogie avec votre smartphone. Un smartphone, ça a des applications, il y en a qu'on utilise tous les jours, il y en a d'autres qu'on utilise moins, il y en a un certain nombre, il peut y en avoir beaucoup. Et puis, vous organisez vos applications d'une certaine manière, vous les mettez la première page si vous les utilisez souvent, peut-être dans les paramètres gérer un peu le stockage, parce que souvent on a peut-être des problèmes de stockage. On a dans les paramètres des choses à régler côté réseau, côté cloud aussi, on met nos photos sur le cloud. Eh bien, en fait, j'utilise cette analogie pour dire que l'IA va faire ça, mais à grande échelle, sur le data center de demain, les data centers hybrides cloud, qui soient cloud privé, cloud public, hybride, distribué. Et l'IA va apporter ça. Et elle va apporter ça sur différentes couches qui sont importantes. C'est d'observer l'observabilité des applications. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elles consomment? Et puis une deuxième couche qui va être plutôt de optimiser les ressources. On en parlait un petit peu tout à l'heure sur l'optimisation des ressources CPU, stockage, réseau, comment on gère tout ça. Et puis une dernière couche qui est d'ajouter le cerveau du data center qui va automatiser pas mal de tâches et faire finalement des choses que l'humain va être un peu dépassé et l'IA va petit à petit prendre la main et aider justement l'humain à gérer ce data center. D'accord, merci. Je vais avoir effectivement une question à peu près identique pour Eric. C'est vrai que l'IA, on pense souvent que c'est que du logiciel, et ce qui est très intéressant avec vous, c'est que vous avez plutôt une approche autour du matériel et du stockage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc, effectivement, on a une vision complémentaire de ce qu'on dit Xavier, avec nous, c'est une approche qui est une approche matérielle, puisque Carré aujourd'hui fournit ce qu'on appelle des cartes d'accélération. Donc, c'est des cartes PCI qui se mettent dans les serveurs et qui peuvent permettre en particulier d'accélérer un certain nombre de choses, en particulier autour de l'AI. Donc, l'approche de notre côté, on amène un petit peu de la valeur à deux niveaux. Comme le disait Xavier, il y a une première application de l'AI dans les infrastructures, et donc notre approche et notre valeur, c'est d'amener du hardware qui va être capable d'analyser à la volée ce qui se passe dans l'infrastructure pour prendre des décisions. Donc, c'est extrêmement complémentaire de tout ce qu'on vient de dire. Et puis, en parallèle, nous amenons aussi un produit qui permet aux clients de faire tourner plus rapidement leur AI, en particulier le training. C'est quoi ce produit-là? C'est un nouveau type de serveur de stockage
qu'on appelle une storage appliance, qui est basée sur bien sûr des SSD, avec nos cartes d'accélération qui permet d'avoir en fait des gains d'accès extrêmement rapides et qui permet aussi d'optimiser l'infrastructure nécessaire pour faire tourner de l'AI de manière efficace. En fait, plutôt que de mettre ce qu'on appelle des SSD en silo dans chaque serveur, en fait, on permet de désagréger ça et d'avoir un pool facile d'utilisation extrêmement efficace auprès de toutes les applications faisant de l'AI. Voilà, donc, un petit peu à deux niveaux, du hardware pour améliorer l'infrastructure, l'utilisation de l'AI dans les infrastructures, et puis l'AI pour être au cœur des prochaines générations de stockage, pour permettre d'optimiser auprès des clients leurs applications basées autour de l'AI. Donc en fait, ce que l'on peut aussi dire, c'est que on a beau avoir un logiciel, des piles techniques qui soient le plus optimisé possible, si en dessous on n'a pas des couches autour du matériel et notamment du stockage qui ne soient pas elles-mêmes optimisées, on aura des goulets de performance à ce niveau-là, c'est bien ça, et donc aussi des problèmes de latence. Bien sûr, donc c'est évident. Donc encore une fois, l'AI, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Vous pouvez faire de l'AI qui n'a pas besoin de performance et qui permet d'adapter petit à petit l'infrastructure. À ce moment-là, là, vous n'avez pas besoin, on va dire, de hardware spécifique. Par contre, dans beaucoup de cas, il y a besoin, si on veut vraiment optimiser, il y a besoin d'avoir des hardware qui vont réagir très très vite, qui vont être très efficaces pour ces use cases. Et c'est là où des produits comme ceux que Carré développe sont extrêmement intéressants. Merci. Xavier, donc là, effectivement, on comprend quand même que l'on est sur deux niveaux. Donc on a le niveau software de son infrastructure, logique, avec tous les services qui s'agrègent dessus. On a donc le niveau qu'on a vu avec Eric, plutôt en bas niveau, donc on va être plus proche du matériel, DB, du proc, pardon, le processeur, les GPU, les DPU quand on est dans certains contextes. Donc on voit bien qu'on a vraiment une approche en millefeuille, c'est aussi plutôt de l'hétérogène. Alors comment l'IA, pour vous, peut aider à fluidifier, en tout cas à cacher une partie de cette plomberie? Alors je le ferai en 2 points. La première, c'est aujourd'hui ce qui est fait. Aujourd'hui, on peut par exemple automatiser un certain nombre de tâches simples. Par exemple, les différentes requêtes des utilisateurs qui vont demander un mot de passe, un provisioning de machine, des choses comme ça. Les incidents, une IA peut décider si un incident mérite d'être remonté, de prendre des actions ou pas, et de prioriser quelque part ces incidents-là. La deuxième chose que fait l'IA, c'est qu'au vu de la complexité, eh bien, on peut anticiper, voire prédire les potentiels problèmes. S'il y a des choses un peu malveillantes, une IA peut très bien décider en disant il y a ce logiciel qui est installé, donc je vais le laisser travailler tranquillement. Moi, je vais aller prioriser un système critique et peut-être remonter les alertes aux équipes. Puis le troisième point, c'est de fournir aux équipes les bonnes données au bon moment. Il y a des équipes différentes dans l'IT, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et donc, c'est d'essayer de cibler ça. Et puis, il y a aussi la complexité, ça a été souligné par Eric, des infrastructures, mais ça va s'accélérer dans les prochaines années. Aujourd'hui, on est sur du binaire, basiquement, le x86, il y a l'IBM Z, le Power, le GPU, les FPGA, il y a plein de technologies, parce qu'il y a un vrai besoin pour les cas d'usage de l'IA. Et puis, émergent aussi de plus en plus des systèmes innovants. On parle puces neuromorphiques, on parle même de stockage sur des brins d'ADN, sur du stockage atomique. Et puis, il y a le quantique qui est déjà disponible à travers le cloud. Et donc, l'objectif que je vois pour l'intelligence artificielle, c'est d'être un peu le chef d'orchestre de ça et de dispatcher un peu les charges de travail, les programmes et d'avoir une granularité importante. Par exemple, un algorithme peut tourner sur un x86, sur du GPU, puis sous l'algorithme, déporter ça sur un ordinateur quantique dans les prochaines années. Donc l'IA va vraiment jouer ce rôle d'essayer de masquer un peu cette complexité-là et de automatiser un peu les charges de travail, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font, quel stockage on utilise, etc., etc. Oui, en fait, c'est une sorte de tour de contrôle. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, on peut vraiment parler de tour de contrôle, de chef d'orchestre. Beaucoup de choses se mettent en place justement pour que tout ça soit de plus en plus fluide, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est des fois pas si fluide que ça. Mais par contre, ça veut dire qu'en dessous, on doit avoir des modèles qui vont être capables de s'adapter et aussi de s'optimiser si on change les infras
qui fonctionne en dessous. Exactement, il y a de l'apprentissage, hein, comme tout modèle d'IA, et puis la découverte de patterns, tout simplement, des choses un peu hors normes, voilà, il y a des choses que l'on fait tous les jours, que l'on enregistre, qu'on apprend, et puis de temps en temps, il y a des anomalies, il y a des adaptations, il y a des nouvelles infrastructures, et tout ça est un apprentissage comme n'importe quelle IA quand on fait des cas d'usage, quoi. D'accord, merci. Donc Eric, je vais avoir aussi à peu près ma même question, c'est que donc vous êtes vraiment sur la partie en dessous, donc plus proche du matériel, mais je suppose aussi que vous êtes obligé de développer des couches software pour pouvoir offrir de l'optimisation et puis sans doute aussi offrir des services d'intégration avec ce que l'on va avoir au niveau du service que les entreprises peuvent faire en déploiement. Oui, tout à fait. Donc, c'est évident que, comme on l'a souligné, comme on l'a souligné Xavier, il y a un vrai souci de permettre l'utilisation de l'AI de manière simple et progressive et de cacher cette complexité. Donc, c'est évident que nous, par exemple, on a une offre qu'on appelle la Flashbox, qui est vraiment une box que vous pouvez rajouter dans votre environnement pour ajouter du stockage extrêmement performant. L'idée, c'est qu'on puisse rajouter ça de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Et pour ça, je dirais, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on utilise une technologie, un standard qui s'appelle NVMe Fabric, qui maintenant à bien se déployer et commence à être supporté par la plupart des environnements logiciels. Donc ça, c'est extrêmement important de se greffer, bien sûr, à des standards d'industrie. Et puis, comme vous vous signalez, bien sûr, nous, on a développé avec nos partenaires ce qu'on appelle la stack logicielle qui va dans le serveur stockage. Et en particulier, une des grosses forces de notre offre, c'est qu'on a à la fois cette efficacité, mais on permet d'avoir aussi des services de type data residency, data protection, etc., qui sont très importants à tout les stockages. Et de plus en plus, la capacité de rajouter du processing à la volée sur les données pour être encore plus rapide. Et ça passe par une offre logicielle, bien sûr, qui vient avec le matériel. Et c'est vous qui faites les optimisations de très bas niveau? Alors, nous avons décidé encore une fois, nous, d'adapter des environnements ouverts, puis dans l'industrie, un environnement qui s'appelle SPDK, qui est écouté par Intel, donc nous supportons. Et donc, nous avons porté cet environnement, bien sûr, de manière optimisée sur notre matériel. Et au-dessus de l'environnement standard, nous amenons un certain nombre de modules et nos clients, nos partenaires peuvent aussi rajouter leurs propres modules pour vraiment offrir tous les services dont ils ont besoin. D'accord. Et comment vous observez les évolutions au niveau des stockages et des bus qui relient en fait le stockage au reste de son infra? Nous, ce que l'on voit, ce qui est un petit peu, encore une fois, c'est vrai qu'on parle peu du stockage quand on parle d'AI, on parle plutôt de GPU, c'est plutôt ceux qui, on va dire, sous les feux du projecteur. Mais on commence maintenant à s'apercevoir, et l'industrie commence à s'apercevoir que vous pouvez avoir les plus beaux des GPU, si les données n'arrivent pas rapidement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que vous mentionnez le terme de DPU, par exemple, c'est un nouveau terme qui est à la mode, et Carré est un des pionniers dans le DPU, même si ce terme-là a été beaucoup moins évangélisé, parce qu'on a développé effectivement un processeur qui permet d'analyser très, très rapidement ces données à la volée. Et donc aujourd'hui, notre perception, c'est que il faut amener des nouvelles technologies de stockage afin de permettre de débloquer ce goulot d'étranglement qu'on est en train de ressentir dès qu'on est en train de faire tourner des algorithmes d'AI qui nécessitent beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Donc l'évolution du stockage tel que je la vois, ça va être une évolution pour plus de performance, mais aussi pour l'utilisation de standards beaucoup plus ouverts. On parle bien sûr d'Ethernet, on supporte Ethernet à 800 gigabits, donc et bien sûr, ça va être l'utilisation de standards comme NVMe Fabric, et puis surtout la possibilité de rajouter à la volée, sans que ce soit des black box, sans être, on va dire, loqué par un seul acteur, de rajouter très facilement des capacités de stockage de haute performance avec des modèles très ouverts. D'accord, merci. Xavier, vous avez évoqué effectivement donc, les modèles, le système d'apprentissage, donc c'est l'IA. Bon, c'est du machine learning, c'est du deep learning. Est-ce qu'on a aussi toute une partie d'optimisation aussi à un moment donné, parce qu'on va effectivement optimiser, et d'automatisation parce que je présume que plus on va pouvoir automatiser son infrastructure, qu'elle soit de bas niveau ou de haut niveau, plus ça va aider effectivement à fluidifier un petit peu tout ça, et au bout du compte, ça va faire partie de l'entreprise nouvelle, de l'entreprise orientée autour de l'IA.
Oui, oui. Alors nous, on travaille, on va dire qu'il y a plusieurs solutions. Je peux citer Instana, Turbonomic, et Watson AIOps, dans lequel on injecte effectivement des modèles d'intelligence artificielle pour analyser des données, faire de l'apprentissage. Donc, comme je dirais, comme tout modèle de deep learning ou de machine learning, on va effectivement commencer par injecter de la donnée, jouer sur les paramètres, les hyperparamètres. On va ensuite développer ce qu'on appelle des modèles d'inférence qui vont aller automatiser ces process-là. Et puis, il y a un système itératif d'amélioration, voire d'auto-amélioration, ce qui se fait aussi de plus en plus, pour optimiser de plus en plus. L'opportunité qu'il y a en faisant ça, au-delà de l'automatisation des tâches et donc de libérer du temps aux équipes, il y a aussi une notion d'optimisation, des coûts notamment, où par exemple, lorsque vous avez une optimisation, par exemple, des ressources, qu'elles soient CPU, mémoire, stockage, on en parlait avec Eric, on va du coup baisser les coûts, on va avoir un système qui est beaucoup plus optimisé, et puis on va adresser notre réel besoin. Et j'ajouterais à ça le fait qu'on peut l'optimiser quel que soit l'environnement. On n'est pas juste dans un environnement on-premise, on est dans un environnement qui peut être du cloud privé, du cloud public, de l'hybride, du distribué. Et c'est vraiment ça la force de l'IA, c'est qu'on peut vraiment aller vers la gestion de tout cet environnement-là. C'est le multi-cloud, quoi. Exactement. En fait, donc le multi-cloud, c'est vraiment une notion importante. Aujourd'hui, les entreprises n'utilisent pas un public cloud. Ils utilisent plusieurs public cloud et donc ça devient un plat de spaghettis. Donc il faut le gérer, il faut le maîtriser. Et c'est là où des outils comme l'IA vont pouvoir vraiment faire la différence. En fait, c'est l'anneau unique qui va tous les gouverner. Ouais, c'est toutes les couches cloud, c'est toute l'IA, c'est cette combinaison-là qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir maîtriser tout ça. Et puis, il y a l'interopérabilité entre les différents clouds, qui est des notions hyper importantes. On en parlait un petit peu sur OpenShift, les containerisations, les choses comme ça qu'il va falloir gérer aussi. Mais tout ça, en fait, avance petit à petit et ça commence à, on va dire, avoir de la cohérence, même si c'est toujours un environnement complexe. Oui, tout à fait. Alors, je me retourne quelques secondes vers Eric. Je me posais une question sur comment vous gérez la fiabilité et la durabilité du stockage pour l'IA, parce que je présume que vous stressez énormément ces couches. Oui, donc l'aspect qu'on appelle data availability est bien sûr quelque chose de très important sur lequel nous, c'est un petit peu une des grosses valeurs ajoutées de l'offre que l'on a développée, c'est qu'on permet de garder la performance, parce qu'il y a une vraie problématique de performance, d'avoir les performances qu'offrent les nouveaux types de mémoire et les SSD, tout en fournissant ces services de data availability. Donc nous, on a des mécanismes, bien sûr, des algorithmes qui sont connus dans l'industrie, que ce soit de hardware coding, de RAID, etc., de duplication, qui permettent de porter tous ces services, mais de manière extrêmement efficace, pour qu'on puisse à la fois conserver, je veux dire, le b.a.-ba du stockage, qui est bien sûr la protection des données, avec la problématique de la performance. Et ça nécessite, et c'est ça qui est très intéressant, il y a une vraie rupture aujourd'hui dans l'industrie du stockage, ça nécessite de nouvelles technologies. Les technologies classiques ne peuvent pas se permettre de faire ça, ne peuvent pas se permettre d'amener à la fois de la performance, tout en conservant, on va dire, ce niveau de service. Et puis, j'aurais tendance à dire, on parlait des coûts, du prix tout à l'heure, il y a aussi une problématique de prix. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut amener des solutions avec un retour sur investissement qui soit bien meilleur que ceux qu'on peut trouver de manière classique avec des solutions classiques. Ok, merci. Xavier, donc effectivement, on a bien compris que être une entreprise IA ready, c'est compliqué, ça va imposer effectivement de grands changements. Alors moi, j'ai aussi envie de vous demander, ça va concerner qui? Et est-ce qu'on ne va pas voir apparaître de l'IA Ops comme on a du DevOps aujourd'hui? Est-ce que c'est un terme qui va apparaître? Qu'est-ce que vous en pensez? L'IA Ops, c'est un terme qui est courant, qui est déjà là. Il y a une adoption, ça concerne les entreprises, celles qui ont une IT, quelle qu'elle soit finalement. Et c'est un terme qui existe depuis déjà quelques années, mais qui est vraiment a une accélération en termes d'adoption qui est hyper importante.
dû tout simplement à ce qu'on vient de parler pendant cette session, à cette complexité. Donc les entreprises travaillent dessus et justement on est là, Eric en a parlé, IBM aussi et d'autres acteurs aussi, pour justement aider à cette transformation. C'est une vraie transformation qui va occurrir dans les prochaines années. Okay. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux et on se rejoint pour une autre session très rapidement. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.